ce dont je suis sûr, on est le résultat de notre passé. On retrouve des signes ou des traces de ce qu'on a été ou de Mhm. notre culture d'avant dans notre manière de réfléchir, dans notre comportement, dans notre manière de penser. Et en même temps, c'est très formateur parce que tu t'aperçois que quand tu es aveugle, la langue, c'est tout. Je sais pas trop en fait ce qui est le résultat de ce que j'ai pu vivre au Vietnam Mhm. et mon éducation ici. Moi, j'observe quand même une grande progression. Maintenant, tu vois, tu parles de goalball, tu parles de torbal, tu parles de sport comme ça. Oui, Même si les gens n'ont pas forcément vu, ils en ont entendu parler. c'est vrai. Et, et ça, c'est un truc qu'on peut pas dire il y a 20 ans, tu vois. Si tu te poses pas la question de la difficulté, tu fais parce que tu as un besoin. Et du coup, il y a même pas de question c'est facile, c'est difficile, c'est tu le fais. Soyez vous-même dans ce sens-là. C'est-à-dire, tout ce qui vous constitue, c'est un outil que vous devez utiliser pour vivre votre vie. Il faudra utiliser cet outil-là pour avancer, pour réaliser la direction où vous voulez aller. Et du coup, rien n'est impossible. Il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé, il faut essayer pour ne pas regretter. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans Partage Positif, une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de DV Lancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur DV Lancez-vous ou une vidéo sur DV Lancez-vous, alors je vous invite à m'écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact@dvlancezvous.com et je serai ravi de vous accueillir. Mon invité du jour s'appelle Emmanuel Coutris. Il est non-voyant, ingénieur en informatique, musicien, sportif de haut niveau. Il est également responsable showdown au sein de la fédération handisport. En 2007, suite à une opportunité professionnelle, il fait le pari de s'envoler pour la Chine. Ce qui est extraordinaire dans son parcours, c'est qu'il est non-voyant. Il va dans un pays où il ne connaît ni la langue, ni personne, à part son collègue qu'il allait retrouver là-bas. Et surtout, il n'a pas de contact avec des handicapés visuels sur place. Il ne connaît pas l'écosystème des handicapés visuels en Chine. Sacré courage. Malgré quelques difficultés, une ténacité et un courage, il arrive à s'intégrer dans le pays, il arrive à apprendre la langue et la parler couramment, il arrive surtout à créer une entreprise et encore mieux à rentrer dans l'écosystème des handicapés visuels chinois. En plus de ça, Emmanuel est une personne attachante, motivante et qui a une très grande sagesse. Je suis ravi de l'accueillir sur la chaîne et de partager ce moment sympathique avec vous. Salut Emmanuel et merci d'avoir accepté mon invitation sur Dévélancez-vous. Bienvenue sur Partage Positif. L'objectif de Partage Positif, c'est de rencontrer et de partager avec les déficients visuels, malvoyants et non-voyants d'ici et d'ailleurs. Déjà, comment tu vas? Bah, bonjour déjà, et puis bah, merci de m'inviter sur la chaîne en tout cas. Et aujourd'hui, ça se passe bien en confinement, mais bon, le travail s'y prête bien, donc ça va. J'ai pas mal entendu parler de toi. J'ai été découvert sur pas mal de sujets sur Internet et on a beaucoup échangé. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle donc Emmanuel Coutris. Je suis, on va dire, non-voyant tardif, c'est-à-dire que j'étais vraiment déclaré à l'âge de 5 ans. Mhm. Sauf que, bon, en réalité, on ne sait pas exactement quand est-ce que j'ai perdu réellement la vue. L'handicap, en fait, c'est le résultat de malnutrition. Parce qu'en fait, je suis né au Ok. Vietnam et c'était un contexte nutritif pas forcément très propice. Au niveau métier, je suis administrateur système. C'est-à-dire, je suis responsable, enfin, je m'occupe du bon fonctionnement des réseaux informatiques dans une université. Je fais pas mal de sports jusqu'à maintenant, donc torbal, goalball, showdown. J'ai évolué aussi dans le monde artistique, théâtre, de musique. Quelle est l'histoire qui te retrouve en France? Alors, l'histoire, alors j'ai appris beaucoup plus tard que la vraie raison pour laquelle j'étais venu en France, Mhm. c'était, enfin la raison officielle en tout cas, c'était pour les soins pour les yeux. Dans la pratique, j'étais envoyé en France parce que il
il y avait une famille qui voulait m'adopter. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans ça, c'est que ça fait partie des nombreuses chances que j'ai eues, moi, parce que la famille qui a voulu m'adopter savait déjà qu'il y avait un problème de vue, et c'est pas un truc qu'ils ont découvert du jour au lendemain. Ah oui, il a un problème, cet enfant, non? On a eu la chance, en fait, c'est qu'il y avait un voisin qui était vietnamien, voisin de la famille. Ouais. Donc au début, il est venu faire un peu l'interprète. Et puis après, il a enregistré une cassette pour que moi j'apprenne le français par rapport à. Enfin, ou l'inverse d'ailleurs, ou que ma famille apprenne un peu les mots vietnamiens. D'accord. En tout cas, il y avait les deux, quoi. Il y avait le français et les deux. Mes parents se sont un peu battus pour que j'accède à l'école. À l'époque, j'étais donc dans la région parisienne. Et dans la région parisienne, il y avait, pour tout ce qui était primaire, il y avait en gros deux instituts. Il y en a une qui s'appelle maintenant l'IDES, qui est dans le 14e à Paris, et l'autre qui était à Saint-Mandé, qui je ne sais plus son nom. Mais la grosse différence, c'est que il y en avait une qui était pour les garçons essentiellement, et l'autre qui était uniquement pour les filles. Mes parents voulaient absolument que je rentre plutôt dans celle où il y avait que des filles, parce qu'en fait, c'était l'institut qui proposait un cursus parallèle au cursus classique, donc avec vraiment une évolution au niveau des études scolaires comme la scolarité normale. Ça a été accepté, et donc je suis parti de ces garçons qui sont arrivés dans cet institut dans les débuts. Alors moi, je le voyais bien, moi, j'étais content, enfin, je le voyais d'une bonne vision. Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'était les générations où j'étais le seul garçon dans la classe à chaque fois jusqu'en 6e. Tu vois. Il y avait l'enseignement du braille, il y avait l'enseignement de la locomotion, il y avait tout ce qu'il faut en fait pour gagner en autonomie pour les déficients visuels. Donc la journée, tu vois, j'étais dans cette école spécialisée. Ouais. Et le soir et le week-end, j'étais dans ma famille, donc en banlieue sud, avec justement que des voyants et éventuellement, tu vois, quand j'allais jouer dehors en bas de la maison, c'était avec des voyants. Donc j'ai évolué un peu, moi je disais à l'époque, c'était un peu deux mondes différents. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup dans l'observation, dans l'analyse, parce que déjà à cette époque, en fait, j'étais dans la dynamique d'essayer de comprendre, en fait, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce monde, qu'est-ce qui se passe autour de moi, comment ça se fait que ça marche comme ça et pas autrement, qu'est-ce que je raconte, quels sont les mots que j'utilise, pourquoi j'utilise ces mots-là et pas d'autres. Tu es dans un questionnement perpétuel parce que tu es en train de perdre la vue, tu es en train d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour de toi. Et aussi, en plus de ça, est-ce que tu avais encore cette culture vietnamienne qui était encore en toi ou c'était déjà en train de... Comment tu soutiens entre les deux? C'est une question que je me pose toujours, en fait, à l'heure actuelle, en fait. Okay. C'est que comme j'ai été baigné directement dans une famille française dès mon arrivée en France, je ne sais pas trop, en fait, ce qui est le résultat de ce que j'ai pu vivre au Vietnam et mon éducation ici. Par contre, ce dont je suis sûr, et ça, j'ai réfléchi depuis... on va dire 10-15 ans là-dessus, on est le résultat de notre passé. Donc forcément, on retrouve des signes ou des traces de ce qu'on a été ou de notre culture d'avant dans notre manière de réfléchir, dans notre comportement. On a forcément une influence de tout. Donc la culture vietnamienne, même si je peux pas dire que je la connaisse, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai une influence. Jusqu'en 6e, j'étais à l'IDES, donc l'institut spécialisé. Et après, en fait, mes parents voulaient pas que je sois intégré. Ils pensaient que j'avais encore besoin d'acquérir certains outils de manière plus confortable dans un milieu adapté. Donc, ils m'ont envoyé à l'INJA en 5e. J'aurais pu rester à l'IDES jusqu'en 3e, parce qu'ils faisaient jusqu'à 3e à l'époque. Sauf que mes parents, en fait, ils souhaitaient que j'apprenne l'allemand, et qu'à l'IDES, il n'y avait pas l'enseignement de l'allemand, même en seconde langue. Mais pourquoi ils voulaient que tu apprennes l'allemand à Paris? L'allemand était signe un peu de bon élève. D'accord. C'est-à-dire, entre l'espagnol et l'allemand, ils considéraient que l'espagnol, c'était trop facile pour complément du français, donc si tu voulais un peu de difficulté et développer voilà. Donc, voilà, ils voulaient que j'apprenne l'allemand. Donc, en 5e, ils m'ont changé d'école et ils m'ont mis à l'INJA. J'avais un voisin qui, lui, il en avait 13, et puis lui, c'était un génie en informatique, en programmation. Il m'a vu comme ça, parce qu'il connaissait mon frère, etc. Il m'a vu, il m'a dit, toi, la programmation, c'est pour toi. Donc, il a commencé à me donner des astuces, à m'apprendre à programmer. Sans voir, parce que tu voyais pas. Oui, voilà, c'était son challenge à lui. D'accord, ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec lui, j'ai appris le morse. Et du coup, il avait fait des petits programmes pour que je puisse... savoir ce que je tape, donc ça retransmettait en morse sur le haut-parleur du PC quand je tapais. Comme ça, je savais ce que taper. Et puis après, l'idée, en fait, c'est que ce qu'il voulait que j'apprenne, c'était à connaître la machine. Et puis après, lui, il est parti au lycée, il avait plus trop de temps. Moi, j'ai continué tout seul. À l'INJA, il y avait une salle d'informatique. Et puis, j'avais déjà un PC que je pouvais utiliser. Et puis surtout, j'avais une ambition.
À 18 ans, je vais travailler parce que, ah oui, j'ai eu la chance d'être toujours très jeune dans mes classes, donc je me disais, bon, bah, si tout se passe bien, normalement, je vais passer mon bac, je vais faire 2 ans d'études supérieures, je sais pas, BTS, voilà, c'est à l'époque ça que je pensais, et puis je vais travailler directement. Et là, mon programme, c'était du coup de travailler à 18 ans. Moi, je posais des questions d'informatique à ma prof de maths, et elle me disait, ma prof de terminale, elle me dit, bah, vous devriez plutôt vous concentrer sur votre bac que sur des questions d'informatique. Parce qu'elle Ça, on savait verra pas. après. Oui, en plus, ouais, Elle savait pas. finalement, j'ai fait 4 ans d'études supérieures, à ma grande déception. Et donc, j'ai fait une maîtrise d'informatique, ça s'appelait à l'époque. Et donc, la chance, c'est que à la fin de ma maîtrise, il y a l'administrateur système du réseau qui démissionne et qui part. Et du coup, moi, j'ai entendu ça, je me suis proposé. Le chef du service s'est dit, ouais, je sais pas, qu'est-ce que ça va faire un non-voyant administrateur système? Et sa supérieure à lui a dit, bah écoute, je vois aucune raison pour que ça empêche quelque chose, bah prends-le et puis on verra. Du coup, j'ai fait 4 ans sur ce réseau informatique dédié à la pédagogie. Et comme je commençais à m'ennuyer, puis mon chef de service, il est parti. Donc c'était l'université qui s'appelle maintenant Paris-Saclay, mais s'appelait Paris Sud à l'époque. Ok. Donc moi, j'ai décidé de demander un congé sans solde, on appelle ça une disponibilité Ouais, dans le domaine de la fonction publique, pour convenance personnelle. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai un ami qui m'a proposé de travailler dans son entreprise. Forcément, encore, j'ai eu de la chance, t'as vu? J'ai pas cherché de travail, j'ai quitté le travail pour arriver là. Et en 2007, donc 4 ans, en gros 4 ans plus tard, il me propose d'aller en Chine rejoindre un des gars qui travaille pour nous. Donc il m'a proposé ça, bah je lui dis bah écoute, je viens de casser avec mon ex, j'ai plus rien qui me rattache spécialement ici, bon bah ouais, je vais y aller. D'accord. Donc en un mois, c'était plié l'histoire, il m'avait payé le billet, tout ça. Donc D'accord. 2007, je commence un peu en Chine sans trop savoir comment ça se passe. Alors je parle pas chinois, hein, juste pour Ouais. pour l'anecdote. Ouais. Et pour ceux qui me voient pas, en fait, comme je suis né au Vietnam, j'ai une tête d'asiatique sérieusement. Ouais, donc tu passais. Donc je passais, pour ainsi dire, inaperçu. Sauf que le problème, c'est que quand on me parlait chinois, j'ai dit bah écoute, si tu peux me parler anglais, c'est beaucoup mieux, ou français. Mais... D'accord. Et du coup, par la force des choses, j'ai appris le chinois sur place. Quand en fait l'entreprise a rencontré des soucis avec la filiale chinoise, donc au bout de 6 mois, la filiale a fermé. Et moi, j'ai décidé de rester en Chine pour continuer un peu, essayer de chercher du travail, essayer de continuer à apprendre aussi la culture chinoise. C'était un peu un challenge. Et ce que je trouvais dommage, tu vois, c'est que j'avais commencé à apprendre le chinois, donc je me dis bah autant continuer, tu vois. Au moins continuer. Et puis j'avais pour objectif un peu secret d'essayer de contacter, de trouver la communauté des déficients visuels chinoise. Ben justement, on va y arriver parce que je sais que tu connais bien l'écosystème des déficients visuels en Chine parce que il faut l'avouer, quand tu m'en as parlé, moi je connaissais pas, j'ai toujours cherché parce que j'ai un frangin qui est en Chine, enfin un cousin qui est en Chine, et souvent ils n'en voient pas ou très peu. Et toi, tu m'as un peu parlé de l'écosystème des déficients visuels malvoyants et non-voyants en Chine, et c'est intéressant justement que tu nous en parles parce que c'est quelque chose qui est très peu connu en Europe. J'ai quand même mis longtemps à trouver un point d'entrée. Tu arrives en Chine, tu es non-voyant, tu n'es pas dans un milieu de voyants parce que tu ne connaissais pas encore Ouais, dans les tout à fait. Donc ça, c'était quand même particulier, ça. Là, c'était plutôt un avantage pour toi. Bah, c'était un avantage et en même temps, c'est très formateur parce que tu t'aperçois que quand tu es aveugle, la langue, c'est tout. Oui. Si tu peux pas parler, si tu peux pas te faire comprendre, si tu peux pas comprendre les réponses, t'es mort. Tout à fait. T'es mort. Et du coup, c'est pour ça en fait que je disais par la force des choses, j'ai appris le chinois. C'est très formateur, je trouve, en termes d'adaptabilité, parce que t'as pas le choix quelque part. Et quand t'as pas le choix, c'est là où la machine humaine développe tout ce qu'il faut pour s'adapter au milieu, quoi. Tout à fait. Comment tu arrives à rencontrer l'univers des DV en Chine? C'est arrivé un peu par hasard. En mangeant une fois à l'extérieur, j'ai rencontré un gars qui est professeur pour des non-voyants. Okay. Et il me dit « Ah, il faudrait que je te présente mon association où on regroupe des adultes non-voyants qui travaillent, etc. » À cette époque, du coup, c'était à Shanghai. J'ai participé une fois à un repas où j'étais invité, bien sûr. Voilà, il y avait différentes personnes qui étaient des travailleurs qui étaient non-voyants. Par ce premier contact, après, j'ai été mis en contact avec un professeur d'une des universités de Pékin. Il faisait la fabrication de plages braille. À l'époque, il y avait 3 types de métiers pour les aveugles. Donc le premier, c'est massage. Alors massage santé, hein, plutôt à la méthode chinoise, qui pourrait se substituer à la médecine chinoise. Après, il y a accordeur de piano. Et le dernier, qui n'est pas forcément le moins représenté, voyant. Alors quand je dis voyant, lire l'avenir, quoi. Lire l'avenir, lire le... Bon, voilà. Et en fait, ce métier de voyance, il est très pratiqué dans les provinces un peu
on va dire agricole. Moi, j'étais dans une des provinces du centre, par exemple. Quand je rencontrais un voyant, une personne voyante, on va dire. Ouais, Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Il dit, ah, dis-moi l'avenir. Je dis, d'accord. ouais, mais c'est pas mon métier, moi. Non, non, je suis sûr que tu veux pas parce que t'en fais trop déjà dans la journée, mais je sais que tu peux le faire. Mais c'est où ton cabinet alors? D'accord. Donc, cabinet de massage ou cabinet Non, de voyance. de voyance, d'accord. Mais alors, en fait, ça veut dire qu'en Chine, il y a une étude pour apprendre aux non-voyants à être des voyants. Enfin, Alors des ça, voyants, ou bien c'est un don. c'est un peu à la méthode corporatiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie filière, si tu veux. Si tu es en contact avec un aveugle qui fait ça et que tu lui dis que tu es intéressé de faire ça, il va t'apprendre. Parce que c'est un peu le modèle que je rencontre aussi dans le massage bien-être chinois. Alors, quand je dis massage bien-être, là, c'est le côté plutôt les voyants qui pratiquent ça. Le massage bien-être en Chine, c'est du passage par la pratique, quoi, de maître à élève ou des choses comme ça, quoi. Par contre, pour le massage médical des aveugles, en Chine, il y a ce qu'on appelle des universités pour ça. Et donc, l'université pour les aveugles à Pékin, il enseigne trois choses. Les massages, la musique avec les accords factures, etc. Accords factuels. Et la troisième chose, non, ce n'est pas la voyance, monsieur Yves. Non, la troisième chose, c'est depuis surtout que Pékin a obtenu 2008, bah, c'est le sport. D'accord. Ah oui, oui, paralympique. Voilà, sport D'accord. paralympique, donc goalball. Donc, Il n'y a voilà, même pas un côté, parce qu'en Europe, il y a quand même ce côté beaucoup, en France, enfin, aussi dans d'autres pays, on voit beaucoup l'informatique. Ils n'ont même pas cette filière-là dans leur université. On n'en non, a même pas. Donc vraiment, non, non. l'informatique Donc, vient par don alors ou par. alors l'informatique, justement, quand je suis arrivé, moi en Chine, Mhm. après la fermeture de la filiale chinoise, moi Mhm. j'ai commencé à chercher du travail. Moi j'arrivais avec mon CV rédigé en anglais, tout ça. Je dis ouais, je fais de la programmation, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Les différents entretiens que j'ai eus, c'était très humoristique. Ça, Ouais. ouais, c'était de faire des sketchs. Mhm. C'était, par exemple, une des questions qu'on m'a dit, mais est-ce que vous savez que si on vous donne un travail à faire, bah faudra que vous le fassiez seul. Bah faudra pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous, quoi. Ouais. Je dis, oui, mais non, mais moi je fais de l'informatique, hein, je programme. Ouais. Et même, tu vois, j'ai été jusqu'à proposer de travailler gratuitement pendant une semaine pour voir si je convenais, et si je convenais, on continuait, si je convenais. Bon, ils ont jamais voulu. Hein. Ok. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas cette habitude en fait, je pense. Oui, voilà, c'est une C'est question une question de d'habitude. maturité de la population, tu vois. Tout à fait. Tout à Un fait. aveugle qui fait de l'informatique, ça n'existe pas. Et à la limite, tu devrais apprendre l'informatique aux aveugles, mais voilà, comment tu lui apprends, tu vois. Je pense pas que c'est quand même quelque chose où ils devraient développer, surtout que c'est un pays qui est très axé informatique, quand même. J'ai rencontré donc au fur et à mesure pas mal de non-voyants et puis notamment une amie avec qui je suis toujours très en contact. On avait fait des projets ensemble, etc. Et ce qu'elle m'avait dit à l'époque, je lui ai dit ouais, vous avez des entreprises qui vendent du matériel pour aveugles. Donc pourquoi je pourrais pas essayer de travailler là-dedans? Mhm. Elle me dit bah écoute, tu pourrais essayer. Mais le patron, il acceptera jamais. Le patron, en général, de ces entreprises-là, c'est un non-voyant. Et du coup, il va avoir peur que tu prennes sa place. Parce que D'accord. les places comme ça sont assez rares. D'accord. Et les non-voyants qui puissent prétendre à faire de l'informatique assez rare. Et elle m'a dit, vu ce que j'ai vu de ce que tu fais, lui, il va avoir peur que tu prennes sa place, que tu es meilleur que lui. Je suis bon, d'accord, j'ai compris. D'accord, très bien. Mais en fait, ce que ça veut dire, et moi, ça m'a conforté un peu dans mon idée, ça Ouais. veut dire que s'il y a une évolution à amener, il faut que ça vienne des personnes locales. D'accord. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette amie, c'est en partie pour ça aussi qu'on est resté en contact. Elle veut essayer de faire évoluer le milieu des non-voyants là-bas en Chine. Donc, ce qu'elle voudrait, c'est que de temps en temps, on arrive à organiser des ateliers où je puisse venir Mhm. pour expliquer ce que je fais. Pas forcément enseigner, si tu veux, mais Ouais, oui. plus témoigner, en fait. Ouais. Ouais, c'est une sensibilisation. Voilà. Témoigner de comment ça se passe en France, et puis elle espère que ça peut donner des idées, quoi. Mais pendant ces 4 ans, quand même, tu as trouvé du travail. On va pas dire que t'as pas chômé. Alors j'ai trouvé du travail parce que j'ai ouvert une petite entreprise pour facturer. Mhm. J'avais un partenaire français qui croyait en moi, donc il m'a aidé à ouvrir l'entreprise de France. Et ce que je faisais, en fait, je faisais du télétravail pour des sociétés, quoi, pour des entreprises, En Chine ou. ou en Chine ou ailleurs, justement, parce que c'était par le réseau, quoi. D'accord. Donc j'ai vivoté comme ça, grand chamboulement. Je me suis marié aussi en Chine. Si ça a changé un peu la situation, je dirais. En Chine, en tout cas à l'époque, c'était l'handicap, c'est la honte, c'est la honte. Dans le sens, c'est quelque chose qui donne un signe de faiblesse dans ton environnement, dans ta famille, dans ton groupe. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va essayer au maximum de le cacher. Tu vois, c'est le déshonneur quelque part. Ouais, Tu vois. ouais, d'accord, d'accord. J'utilise ces termes qui sont assez forts, Ouais, mais mais je pense qu'ils sont réellement en fait oui, dans la mentalité de l'époque en tout cas. Quand je suis allé, en fait, c'était un peu je dirais le grand essor, grâce à certainement les JO. les JO. Ouais. Mais c'était le grand essor, c'est-à-dire que à l'époque,
il y avait le 6e chien qui venait d'être éduqué pour être chien guide en 2009. Hein, je te dis ça, c'était en 2009. Donc c'est très récent au final. L'histoire des chiens guides, en tout cas, c'était très récent. Quand j'ai rencontré différents aveugles que je connaissais, ils m'ont tous dit ah tu peux montrer ta canne, je voudrais bien voir puisque nous bon elle est très simple et puis c'est pas super. Ce que j'ai appris aussi, c'est que eux, il y avait effectivement des cannes, ça existait les cannes. Sauf qu'ils utilisaient très peu. Mis à part aller de leur cabinet de massage à chez eux, bah ils faisaient pas grand chose parce que dans leur cabinet de massage, il y avait forcément un employé qui allait faire les courses, qui allait s'occuper du ménage, qui faisait tout. Donc eux, au final, soit ils n'avaient pas besoin, soit ils trouvaient pas le besoin, soit on évitait qu'ils sortent. Et justement, comment tu rencontres ta femme? Parce que je pense que forcément, avec la famille de ta femme, ça devait être compliqué alors. Alors ouais, pour résumer, elle devait être colocataire et puis finalement c'était plus colocataire. Ouais. Je résume. On a compris. Voilà. Voilà. Oui, mais justement, côté de la famille. Mais pour côté familial, ça a été très difficile de faire accepter. Donc ma femme a été assez vite convaincue parce que justement on était colocataires, donc elle me voyait un peu dans la vie réelle. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'au début, ses parents déjà, ils la reniaient quelque part parce que elle avait eu un enfant hors mariage avant de me connaître. Donc déjà, en étant fille déjà, c'est déjà un problème pour les familles chinoises à l'époque. Hein. Surtout la famille dont elle vient, c'était une famille d'une province agricole. Et comme en plus elle avait eu un petit frère, alors c'est encore plus mauvais quoi. La fille, bon, on s'en fout un peu quoi. Et en plus, attends, elle nous amène un enfant hors mariage. Elle partait en mauvais terme, tu vois déjà. Ouais. Et pire, elle amène un aveugle dans la famille. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu vois? Allez-y, les parents là, ils ont des. Alors après, justement, elle a essayé de vendre le truc, dit ouais, mais l'étranger est très intelligent, blablabla, blablabla. Et alors du coup, comme sur l'insistance, il y a la mère qui est venue quand même auditer cet aveugle qui se prétend pouvoir être Le mari. un mari potentiel. Ouais. Et alors elle est venue m'auditer, on a passé quelques 2-3 jours, et puis au bout du 2e jour, elle dit bon, bah, c'est bon, j'ai assez vu, je m'en vais. Je m'en vais. Et... Elle était convaincue. Ah non, justement. Je m'en vais, j'en ai assez vu. Bon, si tu peux éviter de nous recontacter, c'est pas mal. Carrément. Et du coup, le problème, c'est le mariage, comment ça a pu se faire, parce que elle a eu besoin de l'équivalent d'un acte de naissance, si tu veux, ou d'un livret de famille, enfin, c'est un peu l'équivalent. Pour se marier, elle avait besoin de ça. Sauf que c'était avec ses parents. D'accord. Donc il fallait qu'elle dise c'est bon. Et du coup, elle a trouvé une astuce parce que son frère, lui qui était plus jeune qu'elle, et qui était un peu plus ouvert d'esprit, je dirais, lui, il a toujours défendu sa sœur. Et surtout défendu ma position. Depuis ça, c'était il y a 10 ans. Hein. Depuis, ça s'est un peu arrangé avec ses parents. Mais c'était très drôle, en fait, au final, je trouve. Moi, cette période chinoise m'a permis un grand travail sur moi, en fait, sur la vision, sur ma compréhension de peut-être ce que je suis, tu vois, ce que je suis devenu. Et notamment, tu vois, cette phrase que j'ai dit tout à l'heure où je dis qu'on est le résultat de notre passé. Je l'ai apprise et formulée vraiment quand j'étais en Chine parce que j'avais beaucoup de temps aussi pour réfléchir. Et le fait d'être dans un milieu complètement différent m'a fait réaliser que au final, voilà, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut dire. Il n'y a pas une seule culture qui est la meilleure. J'ai réalisé un fonctionnement que moi j'avais. Je me pose pas forcément en opposition par rapport à ce que j'observe. Et du coup, c'est un peu en Chine que j'ai pris conscience que j'avais un peu ce mode de fonctionnement qui m'a permis au final d'analyser beaucoup de choses en fait. Un exemple de ça, c'est quand je faisais des passages éclairs pour quelques petites vacances, choses comme ça en France. On m'a souvent posé la question, bon, t'as appris le chinois, c'est difficile ou pas? Je dis écoute, je me suis jamais posé la question, donc je pourrais même pas te répondre. Donc du coup maintenant, ce que je réponds à ceux qui me posent cette question-là, je dis tu sais, c'est aussi difficile que le français pour un chinois. Si tu te poses pas la question de la difficulté, tu fais parce que tu as un besoin. Et du coup, il n'y a même pas de question, c'est facile, c'est difficile, c'est tu le fais. Qu'est-ce qui fait que pour un Français, ça va être difficile le chinois? Ou l'inverse, du coup. Parce que si la difficulté est dans un sens, la marche qu'il y a à fournir, c'est la même dans l'autre sens. Maintenant, on a parlé de ce côté, ton métier, ta vie, ton parcours. Je sais que tu fais énormément de choses. À côté de tout ça, on va maintenant rentrer dans tes passions et ton activisme associatif et aussi sportif. On va dire ça comme ça. Alors, déjà, tes passions, déjà. Si je devais résumer, elles tournent toutes autour de l'expression. D'accord. Alors, quand je dis l'expression, du coup, tu retrouves tout ce qui est
théâtre, tu vois, Oui. c'est typiquement l'art de l'expression, Mhm. vocale en tout cas, vocale Oui. et gestuelle. Mhm. Après, il y a la musique. Là, c'est l'art d'expression sans passer par la langue. Au départ, je suis de formation pianiste, comme beaucoup de beaucoup de Ouais. non-voyants qui commencent Ouais. les écoles spécialisées. Bon, il y a beaucoup le piano. Mhm. Mais après, depuis que je suis revenu de Chine, depuis 2011, j'ai apprivoisé d'autres instruments, par exemple la guimbarde. Je me suis dirigé vers ces petits instruments portatifs et qui n'ont pas forcément la notion d'être un instrument de musique. Au bout de 17 ans de pratique pianistique, en fait, il n'y a qu'une minorité de pianistes qui va jouer en groupe. Mhm. La plupart, tu vois, c'est quand tu regardes, ah oui, telle personne, il fait son récital, bah, il est tout seul. Comme j'aime bien la musique quand même, et que j'aime bien créer, j'aime bien m'exprimer, j'aime bien, voilà, bah, je vais essayer d'apprivoiser des instruments qui sont obligés d'être accompagnés. Ça m'a fait rencontrer, en fait, le milieu de ce qu'on appelle l'improvisation libre. Et à la fin, je dirais, si c'est une fin, il y a tout le côté sportif. Moi, j'ai commencé le sport, en fait, avec le torbal en 99. En fait, je le classe aussi dans un moyen d'expression parce que quand tu pratiques du sport, tu t'exprimes, c'est ton corps. C'est par ton corps que tu t'exprimes et tu t'exprimes. J'encadre aussi des entraînements de Shodan. Enfin, depuis 2-3 ans, je suis un peu le référent Shodan au niveau handisport. Moi, j'essaye de défendre en fait le Shodan et les différents sports dans lesquels j'ai évolué comme étant des choses d'expression et pas des choses de copie. Dans le sens, tu vois, jusqu'à maintenant, dans les entraînements, ce qui se passe, c'est que on te montre le geste idéal. On te dit c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Ça, c'est si tu veux être le meilleur, les meilleurs ils font ça, tu vois. Mhm. Et moi, ce que je dis, c'est que les meilleurs ils font ça, mais ils font ça avec leur corps à eux et c'est pas le tien. Ouais. C'est pas le mien, c'est pas le tien. Et chacun doit trouver sa gestuelle. Même si le but, au final, tu vois, c'est d'envoyer un ballon dans les cages d'en face, par exemple pour le torbal, Ouais. bah, t'as plein de manières d'envoyer. Après, comment l'envoyer au mieux, ça va être surtout le but de l'entraîneur et le rôle de l'entraîneur, ça devrait être de t'accompagner à trouver ton geste à toi et Mhm. pas à te forcer à cultiver un geste qui ne te correspond pas. C'est ce que j'essaie de cultiver un peu dans mes différents entraînements et c'est de partir du pratiquant et pas de la discipline. Donc c'est le pratiquant en fait qui va ajouter quelque part des éléments de sa discipline et créer quelque part des nouveaux éléments dans la discipline. Quelle est la place selon toi en fait des DV aujourd'hui? Tu penses qu'il y a une réelle évolution? Est-ce que tu vois un changement avec toute ta grosse expérience que tu as et à l'étranger et en France et avec tout ce que tu fais? Tu penses qu'il y a un niveau de la sensibilisation déjà du grand public au niveau des DV dans toute ton évolution ou tu vois qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire? Je te dirais les deux. D'accord. Les deux. Dans le sens que moi, j'observe quand même, qu'on le veuille ou non, une grande progression. Maintenant, tu vois, tu parles de goalball, tu parles de torbal, tu parles de sport comme ça. Oui, Même si les gens n'ont pas forcément vu, ils en ont entendu parler. c'est vrai. Et, et ça, c'est un truc qu'on peut pas dire il y a 20 ans, tu vois. Le goalball en France, il commence aussi, bon, c'est peut-être de manière forcée à cause de Paris 2024, Mhm. mais au-delà du fait que ce soit forcé ou non, bah, il commence à faire parler de lui. Tu Mhm. vois. Et Ouais. c'est ça que j'observe. Moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne progression et je pense avoir mis le doigt dessus. Alors, j'espère que tu acceptes des propos qui sont pas forcément acceptés par pas mal de monde sur ta chaîne. Ben, tu sais, justement, il faut que les gens s'expriment. Voilà. Ils Alors, pensent, ils disent ce qu'ils pensent, parce que c'est comme ça.